Je vais donc vous parler aujourd'hui des nouvelles routes de l'impérialisme nucléaire de Kakadu à Kwajalein et Kaho'olawe. C'est seulement alors que le monde nous voit, quand la trajectoire d'un missile nucléaire nous voit. Voilà le résumé de la crise qui oppose la Corée du Nord aux États-Unis, selon Greg Santos Pérez, un poète chamorro autochtone de Guam. Pour les Chamorros, comme pour tant d'autres peuples du Pacifique, la menace nucléaire n'est pas un péril du passé qui se serait achevé avec la fin de la guerre froide, ni une menace imminente dépendante des caprices d'imprévisibles dirigeants mondiaux. C'est une réalité quotidienne. À tous les stades de la nucléarisation des armées occidentales, les peuples d'Océanie ont été expulsés, exploités et contaminés, parfois avec la complicité des élites locales, toujours avec l'acquiescement des pouvoirs coloniaux. Le but de cet exposé consiste à recentrer l'analyse des tensions militaires qui structurent l'Indo-Pacifique sur les îles océaniennes en privilégiant les perspectives des militants antinucléaires. De nombreux commentateurs visualisent l'impérialisme nucléaire comme un réseau opposant Washington, Beijing, Pyongyang et Moscou. Cet exposé se propose d'explorer la matérialité du complexe militaro-industriel derrière le gros bouton rouge installé sur le bureau des dirigeants de ces capitales. Ok. L'impérialisme nucléaire est une dynamique coloniale d'exploitation au cours de laquelle des pays impériaux occupent et contaminent des terres éloignées de leurs propres centres économiques et politiques, afin de poursuivre le développement de leur propre technologie nucléaire. J'ai réalisé une carte interactive qui sera disponible dans les actes de ce colloque, je l'espère, qui permet de visualiser ces nouvelles routes de l'impérialisme nucléaire. Allant des mines d'uranium en terre aborigène aux zones d'essai de missiles à longue portée en Micronésie, en passant par les bases de stockage de munitions en uranium appauvri à Hawaï, l'impérialisme nucléaire continue à structurer la région aujourd'hui. En s'appuyant sur l'étude de 3 zones, Kakadu en Australie, Kwajalein aux îles Marshall et Kaho'olawe à Hawaï, cet exposé se propose de visualiser les effets matériels de la réponse occidentale à la montée en puissance de la Chine. Commençons par le commencement. La guerre nucléaire n'aura pas lieu sans l'extraction préalable de minerais radioactifs. L'Australie est un centre minier incontournable. Avec 22% des réserves mondiales d'uranium et 46% des réserves aisément accessibles, le sous-sol australien est un enjeu central de la course aux armements. Au milieu du XXe siècle, alors que le monde s'enlisait dans une guerre froide de plus en plus chaude, l'Australie a fourni à ses alliés stratégiques l'élément indispensable au maintien de leur pouvoir géopolitique. En mars 1952, des représentants de la Commission de l'énergie atomique aux États-Unis et l'autorité de l'énergie atomique britannique se rendirent en Australie pour discuter, entre autres, d'uranium. Cette visite fut un succès du point de vue des diplomates anglo-américains. L'Australie signa un contrat d'approvisionnement exclusif avec l'Agence anglo-américaine pour le développement conjoint. Ce fut le début d'une exploitation minière intensive à travers l'Australie. Contentons-nous de n'en donner qu'un exemple en nous concentrant sur la région des territoires du Nord autour du parc national de Kakadu. Quelques mois après les négociations entre le gouvernement australien et les anglo-américains, ouvrait la mine à ciel ouvert Rum Jungle, sur des terres appartenant au peuple aborigène Arawai et Kungarakan. L'uranium produit à Rum Jungle a été utilisé dans l'armement nucléaire anglo-américain entre 1954, date de l'ouverture de la mine, et 1963, date de la fin de la collaboration atomique entre les États-Unis et les Anglais. La mine a produit des dégâts environnementaux majeurs, les régulations étant particulièrement laxistes à l'époque. Le nettoyage et la réhabilitation des terres ne sont toujours pas achevés aujourd'hui, plus de 40 ans après la fermeture de la mine. Mais les choses ne s'en tinrent pas là. En 1980, l'Australie ouvrit la mine Ranger, cette fois au cœur des terres aborigènes Mirarr. Encore en activité aujourd'hui, cette mine est responsable de plus de 200 fuites radioactives. À la même période, l'industrie minière tenta d'ouvrir une mine à Jabiluka.
mais se confronta cette fois à une résistance prolongée et victorieuse de la communauté Mirarr aborigène locale. Même si l'uranium est désormais associé à des usages civils, les mines n'en demeurent pas moins une source de violence permanente contre les aborigènes, expulsés de leurs terres lorsque leur sous-sol est convoité et empoisonnés au radon lorsqu'ils continuent à vivre à proximité de ces mines. Barbara Flick, militante aborigène antinucléaire et représentante du peuple Gamalroj, résuma ainsi le passage au nucléaire dit civil. Combien de vies aborigènes doivent être sacrifiées pour que vous puissiez accomplir un geste aussi simple que d'allumer la lumière chez vous? Ceci est un extrait d'un discours qu'elle prononça en 1984 en Angleterre. Depuis quelques années, de nombreux critiques soutiennent que la montée en puissance de la Chine menace la relation privilégiée entre Canberra et Washington. En effet, la Chine, comme l'Inde, a commencé à investir dans l'énergie nucléaire. Face à cette augmentation de la demande qui compenserait les taux à la baisse du marché nucléaire post-Fukushima, l'Australie semble disposée à fournir Pékin en uranium. Les routes de l'impérialisme nucléaire seraient-elles sur le point d'être redessinées? Rien n'est moins sûr. En 2011, l'administration Obama a déclaré un pivot stratégique vers l'Asie, soit une politique de réorientation des ressources militaires états-uniennes vers le Pacifique, notamment pour contrer l'essor de la Chine. Cette réorientation militaire se traduisit notamment par le débarquement de l'armée américaine dans le territoire nord. La base australo-américaine Robertson Barracks a ainsi accueilli 1250 US Marines en 2016, avec la perspective d'en accueillir plusieurs milliers de plus d'ici 2020. Stratégiquement localisé entre la mine d'uranium Ranger, le port d'export d'uranium de Darwin et les infrastructures adjacentes d'accueil de sous-marins nucléaires, principalement américains et anglais, la base de Robertson Barracks constitue une avancée inéluctable des États-Unis dans la région pour la sécurisation de l'impérialisme nucléaire. Liu Weimin, un porte-parole chinois du ministère des Affaires étrangères, fit remarquer à cette occasion que c'était les États-Unis et non la Chine qui avaient recours à leur pouvoir militaire pour influencer la diplomatie dans la région. Les États-Unis sont donc en position de force pour contrôler les flux indo-pacifiques du minerai à la base de toute l'industrie nucléaire et ce, aux dépens des peuples aborigènes. Concluons cette réflexion sur l'extraction d'uranium en laissant la parole à Joan Winglift, militante aborigène Kokatas, prenant parti contre l'ouverture d'une nouvelle mine d'uranium sur ces terres. Le puits de développement principal de cette mine traverse un site très, très important culturellement. Les Blancs peuvent faire ça au peuple Kokatas, au peuple aborigène d'Australie. C'est mal. Il y a des lois de Blancs qui protègent vos cimetières et vous n'avez rien fait pour protéger nos endroits sacrés à nous. Je vous demande donc de réfléchir à ce qui est arrivé à mon peuple, à ce qui va arriver à mon peuple, si vous pensez jamais à extraire l'uranium de cette mine. Une fois extrait des mines, l'uranium est transformé afin d'obtenir du plutonium ou de l'uranium enrichi qui peut ensuite être utilisé à des fins militaires. Le Pacifique est aujourd'hui à nouveau le lieu de tensions militaires entre les États-Unis et divers pays nucléarisés d'Asie, comme la Corée du Nord et bien sûr la Chine. Depuis 2013, la Chine s'est engagée dans des travaux de drainage et de construction d'îles artificielles dans les îles Spratly et a également étendu de façon substantielle sa présence dans les îles Paracel, menant de nombreux observateurs à conclure à une militarisation chinoise du Pacifique susceptible de modifier les rapports de pouvoir dans la région. Pourtant, du point de vue des militants autochtones antinucléaires du Pacifique, cette montée en puissance de la Chine ne détrône en rien l'impérialisme nucléaire, particulièrement états-unien. En effet, ni les îles Spratly ni les îles Paracel n'étaient habitées avant leurs annexions. Le contraste est flagrant avec l'impérialisme nucléaire occidental. Le 6 août 1945, l'avion qui allait lâcher la bombe atomique sur Hiroshima décollait de Tinian, une île de Micronésie colonisée par les États-Unis. Le peuple chamorro local fut privé de tout droit démocratique, et ce jusque dans les années 1970. Depuis Tinian, les exemples d'impérialisme nucléaire, particulièrement américain, peuvent être multipliés. Focalisons-nous ici sur un exemple, l'atoll de Kwajalein dans les îles Marshall.
Si Kwajalein est le plus grand atoll du monde, son île principale, Ebeye, est une des îles les plus densément peuplées du Pacifique. C'est parce que Kwajalein a longtemps été au cœur de la stratégie de militarisation des États-Unis. En 1946, les États-Unis convainquirent les Bikiniens de céder leur atoll transformé en centre d'essai nucléaire. Exilés d'abord à Rongerik, puis à Kili, de nombreux Bikiniens sont aujourd'hui encore en exil à Kwajalein, alors que Bikini a été jugé inhabitable pour plusieurs centaines de milliers d'années. Les essais thermonucléaires réalisés à Bikini ont contaminé les habitants sous le vent du nuage radioactif. Les populations de Rongelap et Utrik ont été particulièrement atteintes. Haruko Bobo, survivant de cette époque, relate l'explosion de la première bombe thermonucléaire Castle Bravo. Presque tous les habitants de Rongelap sont tombés gravement malades. La plupart avaient des maux de tête, des nausées et des diarrhées extrêmes. Au moment de notre évacuation vers Kwajalein, toutes les parties de mon corps qui avaient été exposées ce matin-là étaient couvertes de cloques et mes cheveux ont commencé à tomber par touffes. Délibérément maintenus dans la tourmente radioactive, les habitants de ces atolls ne furent emmenés en sécurité à Kwajalein qu'après respectivement 3 à 4 jours de contamination. Une fois à Kwajalein, une équipe scientifique américaine les utilisa comme cobayes pour étudier l'impact de la radioactivité sur les humains. C'est le fameux Project 4.1, Study of Response of Human Beings Accidentally Exposed to Significant Radiation Fallout. Le gouvernement américain continue à argumenter qu'il s'agit d'une exposition aux radiations accidentelles, même si les habitants de Rongelap et Utrik sont convaincus qu'il s'agissait d'une opération préméditée. Leurs maladies sont inventoriées, comme vous le voyez ici, dans des photographies où chaque habitant porte une pancarte avec un numéro, rang numéro X, qui vous rappellera les pages les plus sombres de l'histoire. Après une tentative infructueuse de réinstallation dans leur atoll contaminé, les habitants de Rongelap sont aujourd'hui encore en exil à Kwajalein. Je retrace ici l'histoire du colonialisme nucléaire américain au cours du XXe siècle, car la période des essais nucléaires influe sur la géostratégie actuelle. En effet, ce sont les îles déjà contaminées par les essais nucléaires qui sont aujourd'hui le site privilégié d'une nucléarisation contemporaine qu'on pourrait dire 2.0. D'une part, les îles Marshall déjà contaminées sont ciblées pour enfouir les déchets radioactifs occidentaux. La société américaine Babcock & Wilcox Environmental Service a ainsi tenté de négocier avec les Marshallais pour enfouir des déchets nucléaires dans leurs îles. La nucléarisation 2.0 ne concerne pas que le stockage des déchets. Les îles Marshall sont aujourd'hui au cœur de la nouvelle course aux armements qui oppose les États-Unis et la Chine. En octobre 2018, Donald Trump a annoncé sa volonté de retirer son pays du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, un accord signé en 1987 entre la Russie et les États-Unis en vue du démantèlement d'une certaine catégorie de missiles nucléaires. Bien que Washington justifiât son retrait en pointant du doigt le non-respect des termes du traité par Moscou, de nombreux observateurs ont interprété la décision américaine de se retirer du traité comme un signe de leur volonté de parer à l'accroissement de la puissance militaire de la Chine. La Chine n'est pas signataire de ce traité sur les forces nucléaires intermédiaires, mais on estime que 90% de l'arsenal terrestre chinois serait illégal selon les termes du traité. Les États-Unis sont particulièrement soucieux de contrôler les missiles supersoniques chinois. À la différence des missiles balistiques qui sont envoyés dans l'espace et atteignent leur cible selon une trajectoire aisément calculable, les missiles hypersoniques se déplacent à plus de 5 fois la vitesse du son en zone de basse altitude. Facile à manœuvrer, ils seraient capables de toucher n'importe quelle cible américaine en 1 ou 2 heures. Donc ces drones sont pour l'instant des armes conventionnelles, mais les États-Unis craignent qu'ils puissent transporter des missiles nucléaires. Le 2 février 2019, les États-Unis se sont donc officiellement retirés du traité sur les forces nucléaires intermédiaires et ont commencé à travailler sur le développement de missiles nucléaires interdits par le traité. Kwajalein est appelé à devenir un des sites centraux
de cette nouvelle course aux armements nucléaires. Site d'essais balistiques depuis 1959, Kwajalein sert aujourd'hui encore à l'interception de missiles lancés depuis l'atoll. Michael D. Griffin, l'administrateur de la NASA nommé par Donald Trump, souhaite faire du renouvellement du bouclier antimissile américain depuis Kwajalein un aspect primordial de son administration. Chaque essai de missile, dont le coût se chiffre dans les dizaines de millions de dollars, représente plus que la quantité annuelle de compensation aux victimes des essais nucléaires. Malgré l'aide américaine, les îles Marshall sont toujours le pays le plus pauvre de Micronésie. Le traité de libre association prive les Marshallais du droit de contrôler les activités de l'armée américaine dans la région, et les États-Unis pourraient décider d'y stocker des têtes nucléaires ou d'enfouir des déchets radioactifs sans que le peuple local soit légalement autorisé à se prononcer sur la question. Kwajalein incarne donc la face cachée de la modernité de l'impérialisme nucléaire. Derrière les missiles high-tech, il y a la misère du peuple chamorro, expulsé de leurs îles, exposé à la pollution des missiles, parqué dans les recoins de l'atoll à Ebeye. Avec 15 000 habitants pour 36 hectares, Ebeye ressemble plus à un camp de concentration qu'à l'image que se font les militaires américains avoisinants d'un paradis tropical. De nombreux Marshallais traversent quotidiennement l'atoll pour aller travailler à l'île Kwajalein, centre des opérations militaires. Donc vous voyez sur cette carte l'île Kwajalein en bas à droite et 3 îles plus haut, l'île Ebeye, qui est donc l'île où sont concentrés les habitants traditionnels de la totalité de l'atoll, qui est aujourd'hui interdite au public. Donc, de nombreux travailleurs marshallais migrent chaque jour de Ebeye à l'île Kwajalein, mais ils n'ont pas le droit d'y faire leurs achats, de manger, de se baigner, ni même d'utiliser la bibliothèque. L'atoll Kwajalein est donc scindé entre, d'un côté, l'île Kwajalein, à la pointe de l'industrie nucléaire et aérospatiale, et de l'autre côté, l'île surpeuplée d'Ebeye, couverte de déchets, dépourvue d'infrastructures adéquates, à la population mal nourrie et privée de la liberté de mouvement la plus élémentaire. Les habitants de Kwajalein, comme ceux de Kakadu, se sont opposés de longue date à l'impérialisme nucléaire. En 1982, près d'1 millier d'activistes locaux lancèrent l'opération Homecoming, une campagne de réoccupation de leur île qui défiait la loi américaine en vigueur. Mais les propriétaires traditionnels des terres furent évincés de force par l'armée des États-Unis et déportés de l'atoll. Ces activistes parvinrent malgré tout à retourner à Ebeye et à lancer une grève. Leur action prit fin en 1986 lorsque le bruit courut que l'armée avait reçu l'ordre de tirer sur les militants. La résistance locale à l'impérialisme nucléaire est aujourd'hui compromise. Le bail est signé en 2006 entre le gouvernement états-unien et le gouvernement local et valide jusqu'en 2066. Et cette échelle de temps assure à l'armée américaine la possibilité de fortifier une situation de dépendance locale aux ressources importées. Je vais maintenant conclure en nous redemandant quelles sont donc les nouvelles routes de l'impérialisme nucléaire. Les boucliers antimissiles ont remplacé les bombes atomiques, mais l'idéologie dominant la géostratégie de la région demeure inchangée. Les îles du Pacifique sont exploitées comme base stratégique de l'impérialisme occidental, et la montée en puissance de la Chine ne change fondamentalement rien aux dynamiques coloniales dans la région. Seule la menace de la montée du niveau de la mer semble à même de mettre un terme à l'expansion de l'impérialisme américain. Les États-Unis ont en effet pensé à se retirer de Kwajalein en raison de la montée des eaux avant la fin du siècle. C'est dans ce contexte apparemment accablant que l'on doit se tourner vers un dernier exemple, Kaho'olawe. Cette île de l'archipel de Hawaï avait été réquisitionnée par les forces armées américaines en 1941 pour servir de cible de bombardement. Mais la population locale s'est opposée pendant des années à la militarisation de leur île. Cette longue résistance, alliant désobéissance civile, campagne d'éducation locale et lobbying, a coûté la vie à 2 militants hawaïens, George Helm et James Kimmel Mitchell.
En 1990, le gouvernement états-unien a toutefois entendu raison et rendu l'île à ses propriétaires traditionnels. Alors que les États-Unis réenvahissent le Pacifique aujourd'hui pour maintenir leur prédominance face à la montée en puissance de la Chine, Kaho'olawe demeure un symbole de la résilience des activistes océaniens face aux nations les plus puissantes et les plus militarisées du globe. Je vais conclure avec quelques vers du poète Chamorro Craig Santos Pérez, que j'ai également cité au début de cette présentation. Il a écrit un poème depuis Hawaï intitulé Nuclear Family. Que la paix, la vérité et la guérison règnent, car le chagrin n'a pas de demi-vie lorsqu'un être cher meurt empoisonné par radiation. La tristesse n'a pas de demi-vie quand nos enfants héritent de ce legs toxique, de ces répercussions génétiques et générationnelles, de cette fission des mondes. Que la compensation soit juste et compatissante pour toute notre famille nucléaire. Que les déchets soient éliminés en toute sécurité et que les mines abandonnées soient réhabilitées. Que la paix prolifère. Que nos enfants reçoivent des histoires de création et non d'annihilation. Qu'advienne une paix sublime qui éclairera leur avenir radieux. Merci.